cette nouvelle loi 1807 du 10 juin 2018 qui nous concerne tous et qui nous protège. Je vous en prie, Leïla Akli. J'appelle également deux influenceurs. D'abord Ihab Tikour, qui est influenceur tech, et Mehdi Riyar, qui est influenceur lifestyle. Je vous en prie, messieurs. Bonjour à tous. Alors je crois qu'on est le seul panel qui ne va pas parler technique. On va aborder un sujet qui nous concerne tous. On va parler de la sécurité de nos données. Aujourd'hui, on s'expose énormément sur les réseaux sociaux, sur le web en général. On donne nos données à des marques, à des sites promo, enfin beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont accès à nos données, mais au-delà de ça, nous en tant que personnes, on s'expose énormément sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je sais qui exactement est autour de moi au CIC grâce à la localisation Facebook. Je connais vos dates de naissance, je sais où vous habitez. Ce sont des données qui sont extrêmement faciles à avoir grâce aux réseaux sociaux. Et en tant qu'influenceur ou en tant que personnage public, on est encore plus exposé que le commun des mortels parce que justement, on partage beaucoup plus de notre vie avec nos followers. Et aujourd'hui, on ne pense pas vraiment, on ne met pas dans nos priorités notre sécurité, la sécurité de nos familles. Aujourd'hui, quand on parle d'un influenceur qui a 2,5 millions d'abonnés, qui a 3 millions d'abonnés, ben, il y a 3 millions de personnes qui savent avec exactitude ce que cette personne fait tout au long de la journée, où elle fait ses achats, où elle habite, la taille de ses enfants, ce qu'elle a fait pour le déjeuner, etc. Donc on s'expose vraiment beaucoup. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle dans un premier temps. Puis ensuite, un autre sujet aussi qui est très sensible, c'est quand on s'expose, on se met à nu sur les réseaux sociaux, on devient une cible très facile. On est très souvent attaqué, on devient une cible très accessible pour ses followers, pour ses haters, pour les gens qui nous détestent. Et on va finir par un dernier petit point qui concerne un peu l'actualité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est face à énormément de fake news. On est face à des centaines et des centaines d'informations dans la journée. Et nous, on les relaie. On partage ces informations qui sont très souvent fausses. Comment on s'engage en tant que personne et quelles sont les répercussions. Voilà, donc ce sont 3 grands sujets. Pour en discuter, donc j'ai Maître Hind qui va nous parler de comment nous on peut se protéger, quelles sont les lois qui sont de notre côté pour justement ne plus être aussi une cible facile, on va dire, sur les réseaux sociaux. J'ai Ihab avec moi qui est un influenceur tech qui va lui nous parler de la partie technique, donc comment on peut se protéger avec de vrais outils. Et Mehdi qui est lui influenceur, qui partage donc son quotidien avec ses followers, qui va lui nous parler de son vécu, de comment il vit justement cette mise à nu sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que les followers lui renvoient et comment il fait lui pour se protéger. Voilà. Donc on va commencer par l'expérience de Mehdi pour que justement les gens puissent comprendre un peu ce qu'un personnage public vit et subit sur les réseaux sociaux. Donc, bonjour à tous. Donc, quand on se lance sur les réseaux sociaux, on choisit d'habitude une catégorie. Et donc, par rapport à moi, j'ai choisi une catégorie qui intrigue les gens. Donc, quand on parle de lifestyle, on partage avec nos abonnés nos journées. Quand on a des bons plans, quand on voyage, quand on découvre quelque chose, quand on a une information, on la partage.
Et donc, quand on partage assez souvent nos journées, tout simplement, et donc, on va intriguer toutes ces personnes et on va recevoir des questions qui sont parfois personnelles, auxquelles on ne veut pas répondre, ou tout simplement, on n'a pas à répondre à ce genre de questions parce que ça ne concerne pas ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand je parle de voyage ou je parle de cuisine et qu'on me parle de salaire ou on me parle d'informations beaucoup plus où est-ce que j'habite, là c'est personnel et on n'a pas à répondre à ça. Nous, quand on se lance, c'est pour parler d'un sujet bien précis. On partage notre vie, c'est un choix, mais dans la limite, on choisit ce qu'on montre. Et donc parfois, souvent nos abonnés sont bienveillants, mais parfois aussi, on est face à la critique, qu'elle soit constructive ou malveillante, et donc des pirates. Donc on doit bien protéger nos données personnelles, comme on l'avait dit tout à l'heure. On doit se protéger nos données et ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand on a 500, 800, 900 000 followers, ça devient un compte très très intéressant et aujourd'hui il y a un business autour de ça. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent justement d'usurper ton identité de personnage public et qui essayent aussi de pirater ton compte pour récupérer tes followers. Donc, comment on fait aujourd'hui, justement quelle est pour toi la chose à faire pour garder son compte? Parce qu'on a vu beaucoup d'influenceurs cette année se faire voler leur compte, ou même créer de nouveaux comptes avec leur identité pour justement gagner des followers et faire du business avec ces comptes-là. Avant, je vais dire il y a 5 ans peut-être, il n'y avait pas ça. Il fallait juste prier pour qu'on ne se fasse pas voler notre compte. Mais là maintenant, avec l'évolution des technologies et des techniques, il y avait les adresses mail et les numéros de téléphone qui pouvaient nous aider à récupérer nos mots de passe dans le cas où on se fait pirater. Et là maintenant, j'ai découvert ça récemment, on peut transformer nos comptes personnels, par exemple pour mon Instagram, je peux le transformer en un compte professionnel. Et comme ça, je vais choisir ma catégorie, créateur de contenu, blogueur, chanteur, artiste, tout ce qu'on veut. Et donc là, on peut avoir la double authentification. Donc numéro de téléphone et aussi une application qui génère des codes. Normalement, si je ne me trompe pas, chaque 30 secondes. Et comme ça, on peut pas, dès qu'on reçoit un email comme quoi il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter avec notre compte et que ce n'est pas nous, on peut rapidement essayer de le récupérer et de l'empêcher de pirater. D'accord. Maître, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ça, ce sera global comme conseil. Il avait fini, je pense. Non, je parle du jeune. Bon, Oui. moi, concernant, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais les techniques, moi, je les connais. C'est que, et je fais en sorte d'éviter de laisser beaucoup de traces, du moins laisser la main à l'autre partie d'avoir ces informations-là. Oui, moi je pense aussi qu'il y a aussi des techniques, notamment il faudrait éviter de confondre entre la partie influenceur et la partie business de soi et la partie privée. La partie privée où il y a éventuellement les gens peuvent partager les photos de leurs enfants ou des moments intimes. Là, il faudrait faire très attention, notamment je prends l'exemple de Facebook. Il faudrait avoir, le premier réflexe, c'est de ne pas avoir le même compte sur la même page, qui est le compte personnel où on partage des moments intimes et qui est admin sur la page où on gère les différentes images d'entreprise ou de la personne. Aussi, il faudrait lier la page pour éviter le piratage et le vol de ce genre d'outils, lier la page à un business manager. C'est un outil mis à disposition par Facebook qui permet de plus ou moins sécuriser et d'isoler un peu la partie admin de la page de l'aspect de la bulle Facebook publique.
Troisièmement, éviter d'accepter sur le profil, et ça c'est un réflexe même pour le commun des mortels, hein, c'est d'éviter essentiellement d'accepter n'importe qui dans sa liste d'amis. Parce que en ce moment, et surtout en ce moment, il y a énormément de faux profils où avec le commun des mortels ne pourra jamais se rendre compte que c'est un faux profil parce que c'est un personnage qui vit sur Internet. Il a une vie, il a une existence, il a une activité, mais derrière, c'est un faux profil et ce n'est pas le profil parce qu'il est en train d'alimenter son quotidien à travers d'autres vols d'autres données. Donc, et là, il est utilisé éventuellement pour créer la confiance entre la victime et lui, pour éventuellement, après, pirater et récupérer le maximum de données. Et ça, c'est une technique, la majorité des personnes ont été victimes. Et aussi, un point très important, éviter de se connecter dans les lieux publics parce qu'on oublie. Généralement, les gens, quand ils se connectent dans des ordinateurs des lieux publics et sur des smartphones, ils oublient de se déconnecter et là, ils laissent des traces et ils sont facilement pris au piège. Vous m'entendez là? Attirer votre attention sur le fait, lorsqu'on décide de s'exposer sur Internet, ça veut dire que vous engagez votre responsabilité. Ça veut dire que les gens vont savoir ce que vous faites d'une certaine manière. Donc, tous les blogueurs, tous les influenceurs ne sont pas des gens qui ont des notions en informatique et qui n'ont pas forcément le réflexe de se protéger, de protéger leur compte, et on se retrouve avec des affaires souvent quelque peu scabreuses, entre guillemets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons quand même un dispositif législatif qui permet la sanction dès lors où on identifie les pirates ou les personnes qui ont utilisé votre compte. Et au travers de ces textes de loi, et notamment le texte de 2004 qui concerne les intrusions dans les systèmes de traitement automatisé de données, qui sanctionne, on va dire quand même, de prison et d'amende financière, mais je ne les trouve pas suffisamment dissuasives. La seule loi qui sanctionne, c'est lorsqu'on diffuse sur Internet des photos à caractère sexuel, que ce soit de personnes majeures ou mineures, et particulièrement de mineurs. Alors sachez que le dispositif législatif algérien condamne à 10 ans de prison ferme. Alors pour votre information, en 2017, j'ai eu une affaire de cyberpédopornographie qui s'est greffée sur des faux profils d'un jeune homme qui s'est fait passer pour une jeune fille et qui est rentré dans un chat de jeunes mineurs de 13-14 ans. Et qui, effectivement, après, ça a découlé sur du chantage, de la diffusion des images pornographiques et autres, et qui a réussi, grâce à la brigade de gendarmerie, d'être identifié. Ils l'ont ramené sur Alger, il est passé en justice, et il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Pour votre information, c'est un orthophoniste. C'est terrible, hein? Donc c'est quand même quelqu'un de lettré. 5 ans de prison ferme, tribunal, cour suprême. Donc pour vous dire qu'en ce moment, il est en prison. Donc il ne faut pas que les gens hésitent à déposer plainte. Le fait de parler de votre réputation sur Internet, c'est de la diffamation. On vous diffame simplement que le support change, au lieu que ce soit les journaux. Aujourd'hui, c'est un support électronique. C'est de la diffamation. La diffamation, c'est de la citation directe. C'est tout de suite. Nous avons des actions qui ont été contre des chaînes de télévision et des journaux en ligne qui ont diffamé des personnes par la transmission d'informations totalement erronées et qui ont porté préjudice à ces personnes. Aujourd'hui, le procureur réagit très rapidement et sachez que les cautions qui sont demandées en matière de citation directe, dans le cas des diffamations de ce type, c'est 1000 dinars. Donc n'ayez pas de crainte et s'il y a ce type de délit, il ne faut pas hésiter à déposer plainte.
fait. Aujourd'hui, nous avons des magistrats qui sont spécialisés en cybercriminalité. Il faut le savoir, il y a le pôle spécialisé qui a des magistrats formés en cybercriminalité. Voilà. Juste un point, Leïla, c'est un petit conseil pour le commun des mortels, hein, pas forcément être influenceur, c'est qu'il faut éviter d'utiliser des pseudos. Se cacher derrière un pseudo, le jour où il y aura un souci avec Facebook ou un autre réseau social, le réseau social va demander, exiger la pièce d'identité. Et là, ça va être difficile de le convaincre qu'on s'appelle la rose bleue. Voilà, donc il faudrait éviter ça parce que c'est une des failles et l'erreur que les gens peuvent faire et peuvent être piégés juste par une mauvaise manipulation. Ils peuvent être piratés et se retrouver avec des photos. Moi, récemment, j'ai été contacté par quelqu'un qui me dit qu'il est victime d'un chantage parce qu'il a discuté sur un chat d'un groupe sur Facebook où il a partagé son organisation, c'était quelques détails sur l'organisation de son mariage et éventuellement il y avait des photos de lui et de sa fiancée. Ils ont été récupérés. Il est victime d'un chantage de personnes qui le menacent de publier sur des pages à très grande audience. D'ailleurs, je l'ai orienté vers l'équipe de Belmondo Alaïs pour éventuellement déposer plainte et trouver les personnes derrière ce genre d'acte. Oui, on a eu à travailler avec une influenceuse qui se faisait harceler par une personne sur les réseaux sociaux. Oui, et en 3-4 jours, la personne a été identifiée et a été arrêtée. Donc oui, il faut porter plainte, il ne faut pas se laisser faire. Mehdi, tu voulais rajouter quelque chose ? Au fait, parfois, on se dit c'est pas grave. Par exemple, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas un chantage qui est grave, mais par exemple, il y a des personnes qui se cachent derrière des faux comptes, des faux profils avec de vrais noms. Par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'était un faux compte qui me parlait pendant plusieurs semaines, qui passait pour un compte normal, qui n'était pas faux, avec des abonnés, avec des publications. C'est vrai qu'il est privé, mais on se dit c'est le compte qui veut rester privé. Une photo de profil d'une personne réelle, et cette personne me parlait pendant plusieurs mois pour au final me rendre compte qu'il y avait des modifications de publication de messages. Donc il y a eu Photoshop ou je ne sais pas quoi, des conversations qui étaient totalement et complètement fausses. Et du coup il y avait un chantage. Regarde ce que j'ai de toi, je vais envoyer ça à telle personne, à telle personne, à telle personne. Et après ça, on se dit c'est pas grave, on bloque directement la personne et on en parle à nos abonnés pour les prévenir. Attention, faites attention à ce compte, c'est un faux compte et voilà ce qu'il m'a fait. Et ça s'arrête là. Juste information pour les utilisateurs de Facebook, la prochaine mise à jour, moi je vous conseille de la faire, hein, la prochaine mise à jour sur l'application Facebook, il y a une fonctionnalité très intéressante, c'est qu'elle va signaler lors de l'utilisation du screenshot. Quand on fait des captures d'écran, lors des discussions ou des échanges privés, on va signaler, c'est la même chose qui existe sur Snapchat. Moi, j'adore faire des screenshots. Voilà, faire des screenshots et la personne qui est de l'autre côté va être notifiée que la personne a pris des screenshots, donc il faudrait faire attention. Parfait. Deuxième point que j'aimerais que nous abordions ensemble, c'est l'usurpation d'identité. Alors, nous, on gère beaucoup de comptes de personnages publics chez nous à l'agence. Nous gérons leurs réseaux sociaux. Et quand un nouveau client vient nous voir, même s'il n'a pas envie d'avoir une page de personnage public, nous, on lui conseille toujours d'en ouvrir une et de la mettre en stand-by pour justement garder le nom, parce que justement, dès qu'une personne commence à émerger, la première des choses qu'on fait, voilà, c'est on va trouver 10, 30, 40 pages qui portent le même nom, avec un S en plus, avec un 1, avec officiel, et en réalité, c'est les photos de la personne qui sont utilisées, etc.
Et on le remarque, même en politique, là, les ministres, ils ont Ouais, une page bon, officielle, mais ils ont mais- 50 autres pages Oui, artistes. là, il faudrait vérifier le pseudo. C'est le pseudo, c'est pas le nom de la page. Il faut vérifier le lien, l'URL, et aussi le pseudo d'utilisateur de la page. Et éventuellement, vous allez remarquer, quand c'est une fake page, vous allez trouver qu'il y a un chiffre qui est ajouté ou une lettre qui est dédoublée ou éventuellement. Oui, mais il a pour une autre. Monsieur Tout-le-Monde. Mais après, ce genre de personnalité, il faudrait. C'est pour ça que la vérification chez Facebook est importante. Mais elle ne fonctionne pas en Algérie. Ni dans la zone MENA. Donc, Toute la zone MENA. comment on fait Il faudrait éventuellement faire attention à la vérification, toujours vérifier sa réputation, vérifier s'il y a de fausses pages et éventuellement les signaler à Facebook en envoyant la pièce d'identité de la personne pour mentionner dans le cas où elle peut être utilisée, parce que sachant qu'en Algérie, il y a des gens qui sont très connus, qui sont dans le gouvernement algérien, qui ont acheté des pages et qui l'ont changé de nom pour gagner en réputation. Et ça, les gens le savent. Donc il faudrait faire attention, parce que c'est une faille et ce n'est pas justifié auprès de Facebook lors où il y a un souci, notamment en relation avec le nom et le propriétaire de la page. Donc c'est ça, il faudrait faire très attention, faire une veille, éventuellement signaler les pages. Mais généralement, actuellement en Algérie, Facebook ne ferme pas les pages parce qu'il n'y a pas de vérification. Oui. Et les gens et parce que Facebook n'est pas intéressé par le marché, actuellement le marché plutôt algérien, hein. Mais généralement les gens qui ont les moyens, ouvrent leur page et créent leur page de l'autre côté de la Mais moi, je suis un Méditerranée. personnage public et je découvre demain qu'il y a une page qui porte mon nom avec ma photo, qui a beaucoup plus de followers que ma page officielle d'ailleurs. Là- Comment je fais aujourd'hui Là, je pour vais- faire fermer cette page Oui, là, je vais tu vois. partager avec vous une technique très simple et ça marche à tous les coups. Quand vous trouvez une page qui prend votre identité et qui prend les informations, c'est une fausse page, vous reprenez, vous rentrez dans le même jeu, vous reprenez la même couverture, vous reprenez la même photo de profil qu'il a utilisée, vous publiez la dernière publication qu'il a publiée et vous signalez à Facebook que vous êtes victime d'une usurpation d'identité, une usurpation de vos données. Et Facebook, au bout des 24 heures, au maximum 48 heures, ferme la page. Oh, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, Surtout non. s'ils ont plus de Non. followers que moi. Non, je Ça peux marche vous pas dire toujours. que Facebook ne ferme pas. Non, je parle de profil, là, pas le Facebook, page. Même le profil, parce qu'il lui faut des preuves avérées. Il ne peut pas se permettre de prendre le risque de fermer peut-être le bon utilisateur. Et Donc, juridiquement, c'est- je fais comment? C'est une usurpation d'identité? Ça, Alors- c'est couvert par la loi? Oui, bien sûr. Comment on sûr. fait Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des usurpations d'identité, hein. Elles étaient d'abord manuelles. J'ai eu une affaire extraordinaire, c'est imaginer deux frères qui utilisent le même acte de naissance. Un des frères a usurpé l'identité de son frère. Un qui est ici, un qui est à l'étranger. Comment nous sommes arrivés à prouver l'identité de celui qui avait, bon, bien sûr, celui qui avait intérêt, c'était celui qui était en France. Le pauvre, il avait toutes les informations, mais il y en avait un qui était en Algérie. Et le comble de tout ça, c'est qu'il est décédé. Donc vous imaginez les héritiers. La pension de ce monsieur s'est trouvée bloquée à l'étranger, parce qu'il y avait eu les héritiers de celui qui est décédé, qui ont transmis Freda, etc., pour avoir la pension, alors qu'il était toujours vivant. J'ai dû écrire à la caisse de retraite française et donner un élément qui est extraordinaire, et heureusement que ça existe chez nous, c'est la biométrie. Nous avons un seul numéro d'identifiant national, celui qui apparaît sur votre passeport et sur votre carte d'identité. Et grâce à ça, nous avons pu prouver que c'était lui, en réalité, et qu'il était toujours vivant à l'époque, et qu'il y avait tous les documents qui le prouvaient. Mais n'empêche que tout le monde n'a pas aujourd'hui un passeport, ou tout le monde n'a pas une carte d'identité. Il faut que les gens déposent plainte. Vous savez le nombre d'affaires qu'il y a simplement en France.
C'est énorme en matière d'usurpation d'identité. C'est énorme et ça se fait de plus en plus grâce aux technologies. Donc il faut veiller et regarder, puisqu'on est tous des utilisateurs d'Internet, vérifier que son identité n'est pas usurpée sur le net et faire ce qu'il faut. Déposer plainte, n'hésitez pas, déposer plainte. On a bien compris, c'est le mot d'ordre. Je voulais qu'on aborde aussi un autre sujet qui touche beaucoup les personnages publics, c'est le harcèlement. De plus en plus de personnages publics et même des personnes qui ne sont pas forcément publiques se font harceler sur les réseaux sociaux, se font insulter. On a beaucoup parlé de body shaming, on a beaucoup parlé de harcèlement moral. Aujourd'hui, derrière son ordinateur, avec un faux profil, beaucoup de personnes se sentent invincibles, en sécurité et se donnent la liberté, la légitimité d'insulter d'autres personnes. Et plus on a de followers, plus on se fait insulter en général. Il y a beaucoup de lois à travers le monde qui sont aujourd'hui, qui protègent du harcèlement sur les réseaux sociaux. En France, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de commentaires pour qu'on puisse appeler ça du harcèlement. Aux États-Unis, ils viennent de voter une nouvelle loi où c'est l'attaque en meute. Donc quand c'est plusieurs personnes, même si c'est un commentaire par personne, mais si c'est plusieurs personnes qui postent des commentaires insultants, il y a harcèlement et donc on peut porter plainte. Aujourd'hui en Algérie, est-ce qu'on se fait insulter déjà? Quels sont voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir, pour se protéger? Est-ce qu'on peut, au-delà de bloquer ou de signaler une personne, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face à ça? Alors, dès lors où la personne est identifiée, les insultes, même simplement verbales, dans la rue, si vous identifiez celui qui vous a insulté, vous déposez plainte contre lui. Donc c'est exactement le même principe, à condition que le faux profil soit identifiable, qu'on puisse le tracer et déposer plainte contre lui. Il y a le code pénal qui prévoit le harcèlement, qui prévoit les insultes, tout est prévu dans notre code. Il suffit simplement, je l'ai toujours dit, il faut que les Algériens apprennent à connaître leurs droits, d'abord. Ensuite, à s'intéresser. Je suis sur Internet, il faut que je sache qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Or, aujourd'hui, les gens se lancent parce qu'ils pensent que c'est anonyme, donc on peut tout faire, on peut tout se permettre. Non, du tout. Il y a effectivement des campagnes de sensibilisation qui doivent commencer au niveau du scolaire. On doit, vous savez, le nombre d'enfants qui sont victimes dans les écoles à cause justement des insultes, au travers de smartphones, etc., qui amènent plusieurs enfants à se suicider, qui ont amené plusieurs enfants à se suicider, victimes de leurs camarades. Donc tout cela doit être pris en charge. Il faut qu'on commence dès le scolaire. Petites écoles aujourd'hui, un enfant de 4-5 ans sait utiliser un smartphone. Donc, à partir du moment où il a cette intelligence, il doit avoir l'intelligence de pouvoir comprendre ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a. On lui apprend bien à ne pas voler, à ne pas insulter. C'est le même principe. Ça commence au scolaire, dans la famille. N'oubliez pas que ça commence d'abord dans la famille. Vous vous rappelez, on en avait parlé au sujet de la baleine bleue. La responsabilité commence d'abord, elle est familiale. On doit contrôler. On doit contrôler ce que nos enfants font sur Internet. Et à partir de là, et bien sûr, l'école, le lycée, la fac pour suppléer. Mehdi, j'aimerais que tu partages avec nous ton expérience, mais j'aimerais aussi que tu nous dises, en tant qu'influenceur, est-ce que tu penses justement qu'il y a un rôle à jouer pour justement ce travail d'éducation de l'utilisateur? Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je ne montre pas que ça me touche. Par exemple, quand je fais quelque chose, je poste une photo ou je parle en story et qu'il y a des retours haineux et non pas des critiques, si elles sont constructives, il n'y a pas de souci, mais quand c'est haineux, je n'aime pas montrer que ça m'a touché. Comme ça ne va pas encore plus... Exactement. Mais aussi inciter les personnes qui me suivent à faire le contraire et à être positif et ne pas avoir ce genre de comportement.
les pousser à avoir des critiques et des commentaires constructifs et non pas aller insulter la personne ou avoir des mots qui sont blessants ou peu importe, ou même garder pour soi-même cet avis ou le partager d'une autre façon qu'insulter ou faire quelque chose d'autre. Et bloquer, ça fait quelque chose ou ça a un résultat ou pas? Bloquer, oui, mais pas sur du long terme, surtout si c'est d'un coup, on a une centaine, des milliers de personnes qui viennent d'un coup pour vous insulter, vous juger, ou on peut rien faire. On peut rien faire à part bloquer quelques-uns, mais après c'est bon. Yep, tu as un conseil Moi, de mon côté, j'essaye de tourner ça à la dérision, j'essaye le troll. Ça marche toujours. De mon côté, c'est que... plus sérieusement, ce genre de cas, il faudrait aller vers la justice parce que réellement, ça peut vraiment détruire la personne. Et surtout les personnes qui essayent de créer un business autour de leur personne. Donc ça, on est en train juste de les démoraliser, les détruire. Alors le seul conseil que je peux donner, c'est d'essayer d'identifier et surtout pas signaler la personne, ne pas signaler le commentaire parce que ça va laisser des traces pour les équipes d'enquêteurs, mais essayer d'identifier le compte qui est source de harcèlement et d'aller déposer plainte pour régler le problème. Mais généralement, c'est des personnes qui marchent c'est un peu de la jalousie ou juste d'un complexe. Ils auraient aimé faire la même chose, donc ils n'y arrivent pas, ils essayent d'être méchants. Mais le seul conseil que j'ai à donner, c'est d'aller vers la justice. Tu veux rajouter quelque chose, Mahdi? Il faut vraiment être rapide. Parce que parfois, ça m'est déjà arrivé, je laisse le commentaire, je laisse le compte, sans screener le nom, sans screener le profil, sans rien faire. Je laisse 5-10 minutes, je reviens, il n'y a plus le compte, il n'existe plus. D'accord. Il a fermé le compte. Donc, moi, ce que je fais là maintenant, c'est screener directement le commentaire, le compte, le lien du profil, je le garde de côté et comme ça, je suis sûr. Parce que c'est des bots, c'est des faux profils ils viennent d'une ferme de faux profils qui ont une mission bien précise. Oui. Alors, dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est... Il y a du bon et du mauvais qui vient des réseaux sociaux. Quand on fait un bilan de ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, ces derniers mois en Algérie, on a vu beaucoup de très belles choses émaner des réseaux sociaux. Notre révolution a commencé sur les réseaux sociaux. L'organisation de la révolution s'est beaucoup organisée sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers mois, on est aussi face à énormément de fake news, énormément de faux profils qui partagent beaucoup d'informations, en général pour noyer justement l'information vérifiée. C'est très difficile de justement, nous, communs des mortels, de faire la différence entre ce qui est vrai et faux. Et en général, quand l'information est complaisante, on la partage très facilement et on la relaie à outrance. Et ça, justement, on ne voit pas forcément que ça peut porter préjudice à d'autres personnes, ça peut porter préjudice à des institutions ou à des organisations ou même à des familles. Donc, j'ai deux questions donc, pour vous deux dans un premier temps. Aujourd'hui, est-ce que on peut signaler une fausse information? Comment on peut savoir si cette information est vérifiée, véritable ou pas? Et qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement signaler cette information? Et qu'est-ce qu'on encourt si on la partage en sachant justement qu'elle peut atteindre une personne, une famille, une organisation, etc. Alors le terme à la mode, c'est fake news. Mais en fait, en droit, c'est des déclarations mensongères, tout simplement. Et elles sont punies par la loi. C'est un délit pénal, c'est la même chose, encore une fois. Mais je pense que nous avons un rôle à jouer. Souvent, il y a des informations qui apparaissent. On a tous vécu cette euphorie, cette révolution, où on était tellement heureux de voir ces têtes tomber qu'on était prêt à croire n'importe quoi.
N'importe quoi. Et c'est là où on doit être vigilant quand il y a une information, surtout si l'information est diffamatoire. Attention, lorsque vous relayez une information qui porte atteinte à l'honneur, à la probité, à l'intégrité de la personne, vous avez une responsabilité. Et à ce titre, la personne qui a subi cela est en droit de vous attaquer en justice, surtout quand c'est faux. Maintenant, pour arriver à prouver, il faut des éléments probants. Ce n'est ni un individu, ni... D'ailleurs, souvent, on a des journalistes qui transmettent, pas tous, et Dieu merci, il y en a beaucoup de professionnels qui existent dans ce pays, mais très souvent, elles transmettent des informations erronées qui débouchent sur de la diffamation, de la dénonciation calomnieuse et des déclarations mensongères. Tout ça, c'est des délits qui sont condamnés et par le code pénal. Ça, on est une personne, on est face à plein d'informations. Nous, on ne peut pas justement savoir est-ce que cette information est vraie ou pas. Demain, vous nous attaquez, vous nous dites oui, vous avez relayé une information qui est fausse. Nous, on n'a pas la possibilité en tant que personne de savoir si cette information est vérifiée ou pas, surtout si elle a été partagée ou par un média justement, ou par une page Facebook très influente qui a des millions de followers. Les outils ont mis en place des mécanismes, notamment Facebook et WhatsApp. Facebook, maintenant, il y a un petit, quand vous allez trouver partager un site, une page web sur Facebook ou une information sur Facebook, généralement, ils ont commencé à mettre un petit label en bas. La source du site est vérifiée, c'était un site d'information, c'était un site satirique, parce que généralement, c'est là le piège, c'est que généralement, c'est des articles d'humour noir où on n'arrive pas à faire la différence. Pas pour les médias algériens. Voilà. Pour les médias algériens aussi. Oui. Ça commence l'algorithme commence à, parce qu'au fait, ça, c'est une des obligations que Facebook doit respecter, notamment de la nouvelle les pressions de l'Union européenne et de l'État des États-Unis. Et deuxièmement, WhatsApp, maintenant, il n'est pas possible d'envoyer le même contenu à 5 personnes, plus de 5 personnes d'affilée. C'est restreint à 5 personnes. C'est pour diminuer la propagation des fake news. Aussi, il y a la possibilité, il y a un outil qui a été développé par le journal Le Monde qui s'appelle Decodex. C'est un plugin qu'on ajoute sur le navigateur et qui est une sorte d'annuaire des différents sites collectés à travers la planète. C'est du collaboratif, au fait, où l'outil vous indique que la source est fiable ou pas. Un autre point en Algérie, pour les pages, quand il s'agit de photos et pas de sites, il faudrait faire attention à la conception de l'image. Quand on voit que c'est une image qui est médiocre, de qualité médiocre, et le montage est médiocre, il faudrait faire attention et ne pas partager systématiquement. Deuxièmement, il faudrait copier le texte et le vérifier sur le moteur de recherche du réseau social et sur Google pour voir s'il a été repris, l'information a été reprise par d'autres médias ou par d'autres sources fiables. Et troisièmement, voir si ce n'est pas de l'humour ou quelque chose d'illogique qui ne pourrait pas se réaliser. Et ça pourrait réduire les dégâts des fake news. Sachant que les fake news, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça a été la source de problématiques dans différents pays plus développés que le nôtre. Quand on parle des États-Unis, Cambridge Analytica, quand on parle des fake news en Ukraine en 2017 ou 2018, je pense, où il y a eu la simulation de la mort du journaliste russe. Et ça a été porté par le gouvernement ukrainien. Donc ça, c'est une nouvelle arme
de déstabilisation, qu'il faudrait le dire, utiliser les termes qu'il faut. C'est une nouvelle arme de déstabilisation dont on est en train de découvrir, comme on découvre les faux profils qui m'arrivent de Bab l'électronique maintenant, et on est en train de découvrir ce genre de nouvelles techniques, des armes nouvelles qui sont là pour déstabiliser des pays et des États. Alors, on me dit qu'on n'a plus de temps, mais je vais quand même faire un dernier petit tour. Mehdi, si tu avais une phrase à dire à tes followers aujourd'hui concernant tout ce qu'on vient d'aborder, ce serait quoi ? De toujours vérifier les informations qu'ils apprennent et les informations qu'ils donnent, ils doivent les vérifier et rester positifs et non pas aller sur la haine et tout parce que ça ne sert à rien. Au contraire, ça attire les problèmes. Même question. Encourager le contenu algérien de qualité. Absolument à la médiocrité. Alors moi, monsieur tout le monde n'a pas les capacités de vérifier. Oui. Donc moi, avocate, qu'est-ce que je dis ? Je fais appel au sens, à l'intelligence de l'individu de dire est-ce que l'information que je vais relayer va porter atteinte à l'intégrité ? Et je crois que ça, c'est la capacité de tout le monde. Tout le monde peut dire si moi je raconte ça, si ça m'était arrivé, est-ce que c'est vrai ou faux ? Et à partir de là, éviter effectivement de relayer ce type d'information. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Leïla Akli et merci aux panélistes d'avoir tenu cette dernière table ronde. Alors...